Parlons instruments de musique. Ils ne sont pas seulement des objets, ils sont des rencontres. Comme des vieux potes, comme des ex, chaque guitare, piano, batterie, synthé a eu pour toi l'allure d'une personne croisée sur la route. Certains t'ont porté comme des amours d'été, d'autres t'ont brisé comme des bourreaux. Mais tous ont laissé une trace, une cicatrice ou une caresse sur le chemin de ta vie. Et quelque part, sur cette route cahoteuse, un beau jour de juin 2019, il s'est passé quelque chose de spécial. Un face-à-face avec un instrument qui t'a d'abord broyé avant de se livrer à toi. Un instant rare, suspendu, qui valait toutes les illusions perdues et toutes les épreuves encore à venir. Mais pour en mesurer la portée, il faut repartir de zéro, du moment où tout a commencé. Voici l'histoire de tes instruments. Elle arrive dans un carton trop grand depuis l'Allemagne. C'est une Harley Benton Flying V à 100 balles. Avec son ampli, qu'on prendrait presque pour le carton, vu la qualité. En plus, ça commence vraiment mal. La guitare est fêlée aux manches. Tu l'as attendue trop longtemps pour la renvoyer se perdre dans les méandres d'un obscur service après-vente, alors tant pis. Fuck. Tu la gardes comme ça. Tu la branches, tu appuies sur le bouton, et tu attaques direct avec le solo de November Rain, des Guns N' Roses. Sauf que c'est de la merde. Tu ne sais pas jouer. Ça sonne comme de la tôle ondulée qu'on martyrise. Mais toi, dans ta tête, tu es Slash, le guitariste des Guns. Comme un enfant qui prend ses Legos pour une vraie maison, tu prends cette épave pour une Gibson mythique. Jusqu'au jour tragique où la fissure du manche finit par céder. Un claquement sec, sous la tension des cordes, alors que tu tentes encore je ne sais quel solo foireux. La guitare implose littéralement dans tes mains. Elle se referme sur elle-même comme un piège à loup. Et toi, tu restes planté là, abasourdi, mais quand même persuadé que malgré tout, c'est le début d'une grande histoire. Quelques années plus tard, tu veux passer au sérieux. Au lieu d'aller teuffer, tu t'agites tout l'été de ton bac derrière le comptoir d'un café des Grands Boulevards à servir des pintes à des touristes, juste pour elle. La Tama Hyperdrive Custom. La même que David Silveria, le batteur de Korn. À fond dans le métal, tu es totalement dans ton époque batterie. Tu as scruté la Tama sous toutes ses coutures dans Drummer Mag. Tu l'as même effleurée à la boutique. Et dès lors, c'était décidé. C'était elle. Tu la trimbales partout, ta drum. Dans le grenier des parents sympas d'un pote, dans un local à vélo où le voisin hurle dès que tu effleures une peau. Puis finalement dans une cave insalubre, où une inondation la recouvrira finalement d'excréments. Au fond, cette batterie est trop grosse pour toi. Trop voyante, trop rutilante. C'est ridicule. Mais elle porte en elle une promesse adolescente et sacrée que tu t'es faite à toi-même. Un jour, je mettrai cette batterie dans mon studio de 300 mètres carrés à LA. Une basse Fender Aerodyne blanche te happe depuis la vitrine à Pigalle. Tu la regardes comme on regarde une moto de luxe. C'est ton anniversaire, ton père voit ton regard, il dit oui. Cette basse, tu dors avec. Tu la serres contre toi comme un trophée. C'est ton premier instrument pro. Ni foireux, ni démesuré, c'est l'outil de tes premiers pas dans le vrai monde. Avec la bénédiction paternelle, elle a fait tous tes concerts et tous tes enregistrements. Quelques années après la basse offerte, vient la guitare achetée, payée avec ton argent, l'argent de la musique. C'est une magnifique Fender Telecaster Thin Line. Le numéro de série se termine par 1984. Le vendeur te confirme que oui, c'est bien son année de fabrication. Alors tu t'imagines tout un monde. Tu tends ta modeste carte bleue comme si tu achetais une parcelle de cette année mythique. Sauf que en rentrant, tu vérifies sur internet. Cette putain de guitare date de 2014. Le 1984 à la fin du numéro de série, c'était une coïncidence. Tu t'es fait avoir comme un bleu, mec. C'est un peu humiliant, mais comme la Harley Benton fêlée, tu l'adoptes quand même. Et puis, il faut pas déconner. Celle-ci, elle sonne bien. Et cette leçon vaudra autant que la guitare. Un instrument n'est pas une relique, ni une légende vendue par un commerçant trop confiant. C'est avant tout un outil. Et c'est à toi de lui donner son histoire. Ensuite, viennent les trouvailles. Tu élargis ton spectre. Tu fais la rencontre d'un Moog Sub Fati, chiné chez un puriste bourru qui sent la bière dès le matin. Le genre de type qui ne s'ouvre qu'après 1 heure de discussion sur les câbles MIDI. Tu repars avec le sourire et le synthé, sans trop savoir pourquoi. Mais depuis, ton son a radicalement changé. Comme si un nouveau muscle s'était greffé à ta musique. Il y a aussi ce piano droit, trouvé dans un hangar près de Chartres. Un lieu improbable où s'entassent des milliers de chaises, des bibelots poussiéreux et des vinyles de Mike Brandt. Le piano est faux, grinçant, mais il vibre d'une résonance habitée.
Tu commences à en jouer et des inconnus se rapprochent pour écouter. C'est un moment de partage agréable et ça te convainc de l'acheter. Le vieux vendeur à moitié sourd te le montre chez toi tout seul, harnaché à l'instrument, ruisselant de sueur sous le poids, avec la force d'un paysan des temps anciens. Ce piano de bois soviétique, tu en es sûr, porte encore en lui les gammes hésitantes des petits polonais des années 80. Et toi, depuis, tu composes presque tout dessus. Aujourd'hui, tu t'en sers même pour jouer des berceuses à tes enfants. Et puis, on y vient. Il y a ce moment magique. L'un des plus marquants de ta vie de musicien, voire de ta vie tout court. C'est le jour de la fête de la musique. 2019, une année spéciale, avant que le monde ne bascule dans une ère nouvelle et incertaine. Après des conversations interminables avec ton label, ils ont fini par dire « OK » pour ton projet d'album en piano solo. Pour toi, c'est plus qu'un disque, c'est un héritage, une promesse faite à ton défunt grand-père qui avait rêvé de musique sans jamais pouvoir la vivre pleinement. Sauf que lui, il claquait du Rachmaninoff à 6 ans et que toi, tu es un autodidacte effronté qui ne sait même pas lire une note sur une partition. Une nuit, pendant un voyage en Inde, tu as fait un rêve lucide, vraiment très lucide, où ton grand-père te disait d'y aller, de te faire confiance. Alors, tu es rentré à Paris et tu as travaillé une année entière pour te mettre au niveau. Et là, enfin, c'est le moment. Tu y es. Tu as 2 jours pour enregistrer, pas un de plus, pas un de moins. Le label compte les heures. Il a réservé un studio prestigieux et bien cher pour que tu puisses jouer sur le Steinway mythique que tu as réclamé. Sauf que le premier jour est une énorme claque. Qu'est-ce qui t'a pris, putain? Qu'est-ce que tu fais? Le piano est bien trop puissant, trop sensible. Ce n'est pas ta vieille casserole du RSS là, c'est une panthère majestueuse qui refuse de se laisser dompter par le premier venu. La session ne mène à rien. À la fin de la journée, tu rentres chez toi abattu. Tu passes la nuit en demi-sommeil à mentaliser les notes, les enchaînements, les intentions, les gestes. Comme tu ne sais pas lire les notes, pour toi les accords sont des formes géométriques, imprégnées dans la mémoire des mains, un peu comme le digicode d'une porte d'entrée. Le lendemain matin, de retour au studio, c'est mieux, mais ça reste laborieux. Il commence franchement à échanger des regards perplexes derrière la vitre du studio. Alors au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Tu retires tes mains du clavier. Tu te dis que tu ne pourras jamais dompter ce monstre, qu'il est vain de vouloir faire ce disque. Les autres partent fumer une clope. Tu te retrouves planté là, dans cet énorme studio, et tu te sens très seul. Tu fermes les yeux, tu repenses à ton grand-père, aux mélodies maladroites que tu tentais sur le piano de son salon quand tu étais petit, à ta Harley Benton qui sonnait comme de la tôle, à la Tama enfouie dans les marécages, au Moog odeur de bière, au numéro de série 1984. Tu te rappelles aussi qu'au fond, tu ne joues pas pour impressionner, ni pour plaire, mais avant tout pour éprouver le plaisir d'être là, d'être traversé par une vibration fluide et d'exprimer ton vécu à travers les notes. Et aujourd'hui encore, tu te rappelles parfaitement le silence troublant qui traversait la pièce à ce moment-là. Un silence que tu as rencontré parfois à de rares occasions, dans des églises, dans des halls de gare, la nuit, et qui fige le temps comme si un ange te soufflait à l'oreille. Fais-toi confiance. Et c'est à cet instant précis que quelque chose cède en toi. La tension tombe, l'ego lâche prise. Les autres reviennent de leur pause clope, sans un mot, tu leur fais signe de lancer. Tu poses tes doigts sans réfléchir, et tu joues ce que tu es censé jouer. Une sorte de magie opère. Les notes coulent, portées par une force plus grande que toi. Tu joues des choses que tu ne sauras jamais rejouer comme ça. Un instant de grâce suspendu dans le temps, un happy ending cheesy à l'américaine, gravé sur une bande et dans ton esprit. Aujourd'hui, à l'instant même où tu es en train de faire cette vidéo, tu es dans ton nouveau studio et tu réécoutes ce disque. Tu prends un moment pour regarder autour de toi. Il y a la Fender qui a menti sur son CV, la basse d'anniversaire, et puis plein de nouveaux arrivants. Dommage, le Moog n'est plus là, il a fallu le revendre pour payer les frais. Mais tu as réussi à recaser la vieille Tama, comme le vestige de cette promesse que tu t'étais faite. Un jour, je mettrai cette batterie dans mon studio de 300 mètres carrés à LA. La réalité ne correspond pas exactement à ça. Tu es toujours à Paris et le moins qu'on puisse dire, c'est que ton studio ne fait pas 300 mètres carrés. Mais dans cette pièce siège une famille d'instruments. Certains portent encore l'odeur de la cave, d'autres le vernis des belles salles, des belles soirées. Ensemble, ils dessinent ton parcours, l'histoire d'une initiation. Et tu te dis, un Steinway de concert qui vaut une vie d'épargne ou une Harley Benton bas de gamme ne sont pas vraiment des opposés,
Ils sont deux extrémités complémentaires d'une même corde que tu tends chaque fois que tu joues. Car l'art n'est pas dans l'instrument. Il est dans la tension entre ton illusion et ta lucidité. Il faut avoir assez de foi pour croire qu'un manche fêlé peut contenir la totalité du monde, mais aussi assez d'humilité pour reconnaître que même les touches en ivoire d'un Steinway, surtout les touches en ivoire d'un Steinway, peuvent te renvoyer à ton insignifiance. L'artiste ne choisit pas entre ces deux pôles. Il marche entre eux en funambule, et il ne devrait pas se fermer à l'un ou à l'autre. Trop de foi, trop de confiance, trop d'opulence, il se vautre dans la comédie grotesque. Trop d'humilité, de précaution, de dénuement, et il sombre dans les méandres du doute. Mais s'il accepte de se risquer sur ce fil tremblant, alors quelque chose d'authentique peut advenir. Voilà la condition de l'artiste. Porter l'arrogance d'un dieu dans la poche droite, la modestie d'un mendiant dans la poche gauche, et avancer avec ça pour seul bagage.